Avec nous ce soir à notre panel politique, Hélène Buzetti, Émilie Nicolas, Michel Auger. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. 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 Bien, on commence avec cette histoire, ce rapport de la vérificatrice générale, où vraiment je me gratte encore la tête à essayer de comprendre comment est-ce qu'on a fait pour passer de 80 000 à peut-être plus que 60 millions. Elle a beau l'expliquer, la vérificatrice, ça vous fait rigoler. Hélène, je vais vous lancer la balle en premier, tiens, là-dessus. Avez-vous compris, vous, comment est-ce qu'on peut avoir une facture qui s'alourdit d'autant en si peu de temps? Bien, d'abord, le 80 000 était peut-être une sous-estimation. J'ai rarement vu des contrats de technologie du gouvernement coûter aussi peu cher. Mais effectivement, le quasi 60 millions de dollars, lui, il est beaucoup plus élevé. Ça pourrait être plus, mais ça pourrait aussi être moins. Pourquoi on ne le sait pas? Il faut comprendre que c'est que les factures qui ont été payées par Ottawa n'expliquaient pas nécessairement pourquoi on avait payé. Or, il n'y a pas seulement un contrat de technologie de l'information, il y en avait plusieurs autres, et donc parfois, et plusieurs autres impliquant parfois les mêmes fournisseurs, faut le dire. Et donc, parfois, on ne sait pas trop telle facture, est-ce qu'elle est associée à ce contrat-là plutôt qu'à un autre. C'est ce qui fait dire à la vérificatrice générale, c'est peut-être plus, c'est peut-être moins, c'est mon évaluation la plus plausible dans tout ça. Alors, écoutez, c'est catastrophique pour le gouvernement, mais en même temps, il faut quand même prendre garde. Quand on entend les conservateurs parler de corruption, il faut quand même mentionner qu'il n'y a aucune preuve à date là, qui a été démontrée de connexion avec des agents partisans, donc politiques, libéraux, qui auraient agi pour que telle firme soit privilégiée plutôt qu'une autre. Pour l'instant, ça semble être un problème au niveau des fonctionnaires. On aura l'occasion d'entendre une réaction, justement, de l'opposition de M. Poilievre, parce que c'est le seul, d'ailleurs, qui a lancé le mot corruption ici, dans ce dossier-là. Mais d'abord, appréciation du dossier comme tel et surtout du montant de la facture. Émilie? Peut-être juste dire, parce qu'effectivement, je pense qu'Hélène vient de faire un bon rappel des faits, là, que c'est assez extraordinaire la situation dans laquelle on est là-dessus. C'est pas habituel, mais justement, je pense que la situation de la pandémie, c'est justement pas habituel et je suis pas surprise qu'on arrive quelques années plus tard avec des chiffres comme ça. Cette fois-ci, c'est sur ArriveCan. C'était il y a quelques mois qu'on réalisait que les tests rapides qu'on s'est fait tous vendre pour la COVID-19, il y avait des enjeux de qualité avec certains de ces tests-là. Il y a eu des enjeux aussi nécessairement avec la négociation des prix qu'on a payés pour les vaccins, étant donné que c'était une course à la vaccination et que c'était les pays qui étaient prêts à mettre l'argent sur la table le plus rapidement, qui allaient avoir accès aux vaccins le plus vite. Donc, dans la situation d'urgence dans laquelle on était, je suis pas surprise du tout qu'il y ait plusieurs dossiers qui, après coup, on réalise que soit les coûts sont faramineux, soit ça serait pas passé comme ça dans le temps normal. Je pense qu'on réalise surtout, on a surtout le portrait d'une fonction publique en mode panique, en mode crise, devant une crise mondiale sans précédent. Et honnêtement, je pense qu'il y a des scénarios de films probablement à se faire dans quelques années sur la manière dont la fonction publique a dû probablement gérer ça de l'interne. Mais vous l'avez dit, c'était une situation de crise, c'était la pandémie aussi. Parfois, avec le recul, on a tendance à oublier un peu le contexte dans lequel on avait fait tout ça. Ce contexte qui a été ramené aujourd'hui quand ceux qui ont été dépêchés par le gouvernement pour réagir, pour prendre acte, c'était le ministre Duclos et le ministre Leblanc. Ils ont fait référence à ça. On va avoir un petit extrait ici. C'est M. Leblanc. Désolé, l'extrait est en anglais, mais il n'a pas répété cette phrase-là en français, donc on va jouer en anglais. On l'écoute. This software was developed during a global pandemic, a public health emergency like Canada had not seen in a century. We needed to act quickly to keep Canadians safe and adapt every process accordingly. Alors, il plaide la situation d'urgence, Michel, ici. On se rappelle du contexte, mais est-ce que c'est vraiment une excuse valable? C'est une excuse. Est-ce que c'est une excuse valable pour l'ensemble de la facture? Bien sûr que non. On peut comprendre que dans une situation d'urgence, on ne met pas tous les contrôles qu'on a d'habitude. On ne fait pas débarquer le vérificateur général en plein milieu, des choses comme ça. On peut comprendre ça. Mais qu'à un moment donné, il n'y ait aucun contrôle, parce que c'est ça qui est arrivé là. La phrase en anglais qui est célèbre, c'est « money is no object ». Là, on va être dépense, ça ne me dérange pas. On a l'impression qu'on a été dans une situation comme celle-là. On va parler de défense nationale tout à l'heure. Je veux dire, c'est à la guerre comme à la guerre, ces affaires-là. Mais
Ce qui n'est pas acceptable, c'est que les contrôles normaux que le gouvernement doit avoir sur un contrat comme celui-là n'aient pas fonctionné. Ça a beau être la pandémie, ça n'explique pas que les contrôles normaux, là, c'est des choses qui se passent tous les jours dans un gouvernement. Mais on blâme qui sur une question de contrôles normaux comme ça, Michel? Parce que est-ce que c'est la faute des politiciens ou c'est la faute des fonctionnaires? Parce que la vérificatrice générale, dans le fond, elle parlait de la fonction publique, elle. Il y a probablement eu beaucoup d'erreurs chez les fonctionnaires, mais à la fin, quand il faut donner une responsabilité, cette responsabilité dans notre système, elle va aux politiques. Ils pourront dire toutes sortes de circonstances atténuantes, mais à un moment donné, les gens responsables du Trésor public, ce sont les ministres, c'est le Conseil des ministres, et ils ne peuvent pas échapper à un blâme. Tout le monde, encore une fois, va comprendre qu'on est dans une situation particulière, mais situation particulière n'est pas une excuse pour n'avoir aucun contrôle. Alors, parlons justement de la réaction des partis d'opposition. Ils ont tous réagi, mais on va écouter ici M. Poilievre. Après 8 ans, Justin Trudeau n'en vaut pas le coup et il n'en vaut pas la corruption. Après 8 ans de doubler le coût de logement, Justin Trudeau gaspille au moins 60 millions de dollars pour une application ArriveScam qui ne fonctionnait même pas. Expliquez-nous ce que vous comprenez de la stratégie actuellement de M. Poilievre, Hélène. Il parle de ArriveScam, il parle de corruption. Ouais. Qu'est-ce que vous comprenez de ça? Mais parce que les gens ne sont pas au courant des fins détails et donc vont juste retenir 50 millions de dollars gaspillés, vont peut-être même faire un parallèle avec le précédent scandale des commandites. Il y a de ça, une vingtaine d'années maintenant. Les montants sont à peu près les mêmes, mais encore une fois, je répète, il n'y a pas cette connexion politique qui a été prouvée. Mais c'est payant en ce moment de taper sur les libéraux qui sont très malmenés et vous remarquerez que le NPD est embarqué beaucoup dans la danse aussi. On va parler tout à l'heure de sondage. Ça ne va pas très bien pour les libéraux, pour le NPD qui essaie de se distancer de son partenaire de danse libéral et donc de taper sur eux. C'est assez payant. Mais il y a quand même quelque chose que je trouve intéressant. Dans toute cette histoire-là, on dit beaucoup que un des premiers contractants, fournisseurs dans tout ça, c'est CG Stratégie, n'a pas fait de travail. En fait, CG Stratégie a été un intermédiaire. Hein. C'est une petite boîte de 2 personnes qui ne font pas d'informatique. Ils font simplement prendre les contrats gouvernementaux et ensuite trouver les vrais fournisseurs. Et il y a eu un ombudsman de l'approvisionnement qui est venu dire, vous savez pourquoi on a ce genre d'intermédiaire qui, en passant, se paye entre 15 et 30 % sur la facture. Ces intermédiaires-là existent parce que nos contrats d'approvisionnement au gouvernement sont devenus tellement compliqués qu'une chatte n'y retrouve plus ses petits. Et donc, il y a toute une industrie de gens qui traduit le langage de la fonction publique en langage corporatif. Et donc, il faut faire attention en mettant toujours des couches supplémentaires de contrôle. Parfois, on vient compliquer les choses qui font en sorte que ça nous coûte plus cher en bout de piste. Bon, un dernier mot là-dessus, Émilie. Effectivement, on voit qu'il y a un grand ménage à faire. Probablement, oui, on comprend qu'il y a une imputabilité des élus, mais il y a un travail à faire dans la fonction publique aussi. Oui, il y a un travail à faire dans la fonction publique et effectivement, lorsqu'on a des scandales et qu'on a tendance à rajouter des barrières, on ne s'aide pas. Mais je veux juste revenir sur ce que Pierre Poilievre fait parce que c'est important de faire l'explication qu'on vient de faire sur pourquoi il y a ces coûts-là. Sauf que lorsqu'on a ce type de message-là, c'est des messages qui sont faits pour les médias sociaux d'abord. La réponse, les questions des journalistes, les détails ne sont pas là. Et ce que ça sert, c'est à dépeindre l'image de Justin Trudeau comme un corrompu, quelqu'un d'incompétent. Et lorsqu'on est déjà fâché contre Justin Trudeau, lorsqu'on l'aime déjà pas, les détails fournis dans le sens contraire vont absolument pas défâcher les gens. Et lorsqu'on est déjà dans la méfiance envers le journaliste traditionnel, les explications même qu'on peut donner ici ne vont pas défâcher les gens. C'est vraiment le cycle, malheureusement, dans lequel on est et qui explique la montée de Pierre Poilievre dans les sondages. Donc, ce que vous dites, finalement, parce qu'on l'a bien vu d'ailleurs, hein, l'extrait qu'on a fait jouer, il est déjà sur Twitter. À chaque fois qu'il parle, M. Poilievre, il récupère finalement ce matériel-là qu'il produit avec sa réaction, il le découpe, il lui donne un titre avec les mots-clés les plus forts. Le mot corruption est dans le titre, d'ailleurs, sur son tweet actuellement, en fait, sur son X, puisque ça a changé de nom. Et après ça, vous dites, bien, ça circule pour toujours. Il n'y a plus de contre-discours là-dessus, il n'y a plus de nuances. Là. Exactement. Il n'y a plus de discours là-dessus. Et étant donné que c'est à la fois une attaque contre le premier ministre et une attaque contre
souvent la classe journalistique en général. Même expliquer ici ce qui se passe avec Pierre Poilievre n'aide pas à ramener, pour une partie de la base de Pierre Poilievre, les choses dans la réalité, en fait. Donc, on est vraiment dans un monde parallèle et je pense que c'est important de l'expliquer, de prendre le temps de le dire pour, si on veut vraiment comprendre là où on s'en va en politique canadienne. Bon, alors, je vous amène dans un autre monde parallèle, celui de Donald Trump maintenant. Je n'ai pas fait de lien. Justement. Moi, oui. Alors, je vous laisse le lien. Mais je vous amène sur Donald Trump parce que c'est très important ce qui s'est passé en fin de semaine. Quand il a fait sa sortie sur l'OTAN, il a provoqué énormément d'incertitudes. On le voit beaucoup en Europe, mais on voit la grande prudence chez les élus canadiens à la suite de ça. Petit extrait, on va le réécouter, M. Trump. One of the presidents of a big country stood up and said, well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills. Bon, Michel, là-dessus, est-ce que ça devrait inquiéter le Canada, les propos de M. Trump là-dessus? Ce qui devrait inquiéter le Canada, c'est qu'il puisse redevenir président des États-Unis. Ces propos-là, il les a tenus il y a 4 ans. Et là, il dit, vous voyez, ça, c'est quelque chose que j'ai fait, c'est au passé, là. Il employait le verbe au passé. Quelqu'un m'a dit, un président d'un autre pays m'a dit, viendriez-vous me défendre? Non, je ne vous défendrai pas. Évidemment, on n'était pas dans une situation réelle. Mais M. Trump aime faire de ce genre d'esbrouf-là. Il est devant une assemblée partisane. On voit aux États-Unis qu'actuellement, il y a beaucoup d'isolationnisme, et surtout dans le Parti républicain. On veut couper les vivres à l'Ukraine, on veut couper les vivres à plusieurs autres, à l'Ukraine et à d'autres pays qui ont besoin d'aide militaire. M. Trump, là-dedans, joue l'homme fort qui va s'occuper juste des États-Unis et de personne d'autre, et il s'en vante. Ouais. C'est bien sûr pas la politique américaine des 50 dernières années, mais c'est justement ça qui le rend populaire chez certaines couches de la population. Ouais. Alors, il ne faut pas se surprendre qu'il s'en aille là. Parce qu'il cible, lui, puis on va montrer un tableau, les pays qui ne remplissent pas leur engagement de verser 2 % de leur PIB en défense, finalement. Alors, vous regardez la place du Canada sur ce tableau, qui est quand même en 25e position ici. Et réaction de Mélanie Joly aujourd'hui, petit extrait. Lorsque vient l'OTAN, on sait que c'est essentiel à notre sécurité, c'est essentiel à la sécurité de l'Alliance et on doit encore et toujours la défendre et y investir. On doit en faire déjà, on en fait déjà beaucoup, mais on doit en faire plus lorsque vient notre aide au niveau militaire et sincèrement notre participation à l'OTAN. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire, Hélène? Mais elle est en train d'être très prudente, n'est-ce pas? Elle ne s'attaque pas directement à ce que M. Trump a dit. Elle fait seulement dire, nous, le Canada, on va continuer à faire notre petit boulot. Évidemment, on ne veut pas prendre de front un potentiel, peut-être, futur président américain. Mais voilà, tout le problème de la candidature de M. Trump, c'est cette imprévisibilité que ça amène. Peut-être que dans le fond, ce que M. Trump veut juste dire, c'est « Hey, financez donc mieux votre défense militaire. » Peut-être que c'est juste ça et qu'il enrobe ça de propos très, très gros. Mais on le sait pas. C'est ça l'imprévisibilité Trump. On sait pas à quoi exactement il fait référence. Et bon, j'ai pas le tableau que vous avez montré à l'écran devant les yeux, là, mais je regardais celui de l'OTAN. Le Canada est pas le seul là, dans cette catégorie là, de pays qui n'arrivent pas aux 2 %. Là. Il y en a les 2/3 de l'OTAN à peu près qui ne sont pas en dessous, et pas les moindres. Hein. La France, l'Espagne, l'Italie, Portugal, l'Allemagne, etc. Ça ferait beaucoup de pays européens qu'on laisserait envahir, n'est-ce pas? Mais pour le Canada, écoutez, atteindre la cible de 2 %, ce serait un objectif extrêmement élevé parce que en ce moment, on dépense à peu près 25-26 milliards de dollars pour notre dépense militaire. Ça représente même pas 1,4 %. Et puis donc, notre économie grossit. Pour atteindre l'objectif de 2 % il faudrait quasiment doubler notre dépense militaire. Et en militaire comme ailleurs, il manque de main-d'œuvre, on a de la misère à recruter des soldats. Alors, on a beau vouloir augmenter, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. C'est un défi colossal pour le Canada, en plus qu'on n'a pas nécessairement les fonds en ce moment. Émilie, Michel, il faisait référence à M. Trump. Quand il raconte cette anecdote, il fait référence à des propos passés, mais il reste que dans le présent, on a quand même la Russie qui a envahi l'Ukraine. Alors évidemment, ces propos-là, ils ont une résonance, particulièrement en Europe, là, qui a de quoi inquiéter. Là. Ils ont une résonance en Europe qui ont de quoi inquiéter. Je pense que c'est important de dire que, en fait, le Canada n'est pas l'Europe.
Et la raison pour laquelle les États-Unis ont intérêt à défendre le Canada n'a rien à voir avec l'OTAN. Il y a NORAD qui existe autrement, mais je veux dire, le Canada et les États-Unis partagent la plus longue frontière au monde. S'il y avait une menace russe au Canada, ça viendrait par l'Arctique et l'Alaska est juste à côté. L'immense majorité, la quasi-totalité de la population canadienne habite tout près de la frontière américaine et nos économies sont imbriquées d'une manière absolument indissociable. Si les États-Unis laissaient le Canada se faire attaquer sans les défendre, ça serait suicidaire pour la sécurité nationale des États-Unis même, d'une manière qui n'a rien à voir avec la situation de l'Ukraine, avec la situation de l'Europe de l'Est, des pays limitrophes avec la Russie. La situation du Canada et des États-Unis est extrêmement particulière et je pense que c'est important de se montrer inquiet de ce que Donald Trump dit sur l'OTAN, mais de réaliser que le Canada et les États-Unis, essentiellement, au niveau de la sécurité nationale, c'est dans l'intérêt des États-Unis de s'assurer que le Canada est en sécurité. Mais c'est cette frontière, cette proximité aussi qui fait qu'on est très prudent quand on parle de M. Trump. Parce que, qui sait, on peut si rapidement devenir président américain très bientôt. Vous parliez des sondages tantôt, Hélène. Alors, sondage Abacus, encore une fois, là, en fin de semaine, on va le montrer à l'écran pour nos téléspectateurs. Bien, écoutez, c'est toujours la même tendance qui est en train de se confirmer. Les conservateurs gagnent des points, les libéraux, ça baisse. NPD, ça baisse aussi. Vous disiez... On parle tout le temps des libéraux. Vous êtes les néo-démocrates aussi qui jouent un peu l'homme fort là, actuellement en disant ne nous oubliez pas, là, ne nous tenez pas pour acquis, gouvernement libéral. Vous dites, ils ont de quoi aussi s'inquiéter? Oui, beaucoup. En fait, il faut regarder les tendances. Et la tendance pour le NPD, c'est la stagnation. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle là-dedans. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ne profitent pas dans les sondages de leur entente avec les libéraux. La bonne, c'est qu'ils ne sont pas contaminés par les libéraux du fait d'être dans leur entente. Alors, c'est neutre pour eux, mais évidemment qu'ils montrent les dents. Ils veulent commencer à se dissocier de leurs partenaires en vue de la prochaine élection. Et les prochaines semaines vont être déterminantes. Bon, le 1er mars, c'est une échéance qui a été établie pour arriver avec un projet de loi là, sur l'assurance médicaments. Mais de manière générale, il va y avoir le prochain budget. Et là, si cette assurance médicaments-là n'est pas conclue, que fera le NPD? Est-ce qu'il va appuyer le budget des libéraux? Il va y avoir beaucoup de pression sur Doug Meeting. Bon, alors à surveiller le Parti néo-démocrate et les déclarations du NPD d'ici là. C'est déjà tout. Ça passe très, très vite avec vous. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.